Messieurs, dames, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Le micro, c'est pas pour se la péter, c'est pour enregistrer. Aujourd'hui, on va parler de qualité web au sens large. Je vais éviter de faire du technique. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas une ligne de code dans les slides. J'ai quand même fait fort. C'est ma vision de la qualité web, il y en a sûrement d'autres, on aura l'occasion d'échanger là-dessus après. Alors très vite, parce que la plupart me connaissent, je m'appelle Sylvain, je suis ce qu'on appelle un full stack développeur, donc front-back. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas le même, pas la même chemise. Ouais. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur GitHub, sur machin, tout ça. Donc je fais du dev front et back, essentiellement du back, comme d'habitude, même si je viens sur le front de plus en plus. J'ai pas mal tourné dans les agences web du coin et en freelance. Et voilà. Bienvenue. Alors la petite citation déjà. C'est une citation qui vient de l'ouvrage de référence que je ne pourrais que vous recommander. Laurent là, si vous voulez lui louer. L'ouvrage de Témésis sur la qualité web. Donc la qualité web est l'aptitude d'un service en ligne à satisfaire des besoins explicites ou implicites. On dit comme ça ne veut pas dire grand chose, donc on creuse un petit peu. La qualité web, c'est plein de choses. Donc je ne vais pas tous vous les faire. Tout ça, ça tourne autour de la qualité web. Avec un etc. Parce que évidemment, ça ne se limite pas à ça. On aurait pu rajouter plein d'autres choses, mais ça n'aurait pas fait beau. C'est la seule petite image geek des slides. L'important, c'est que ça marche. Ça, c'était bien dans les années 90. Maintenant, on a plein de moyens pour faire notre boulot et pour le faire bien. Donc on va essayer de faire notre boulot bien et faire plus que ça marche. Faire que ça marche, mais que ça marche bien, que ça soit profitable à tout le monde. Alors on va déjà commencer par prévoir en amont du projet. On va penser qualité. Avec quels objectifs? Donc du coup, il faut que la solution qu'on va développer soit accessible, maintenable, performante, évolutive. Un projet, c'est rarement du one-shot qui ne bouge jamais. Et une solution qui réponde aux attentes des clients. Donc pour ça, il faut trouver les bons compromis. La plupart du temps, on a une discussion qui ressemble à ça avec le client au départ. Je ne sais pas si tout le monde lit, l'image a pas mal tourné, hein, normalement, je pense que vous la connaissez. Un projet rapide, pas cher et de bonne qualité, c'est non. Voilà. Donc ça, c'est un... Et pour ceux qui ne voient pas, gratuit n'est pas une option. Voilà. Ça, c'est souvent, ça résume un peu les échanges qu'on a avec les clients, qu'on a les premiers temps. Malgré ces échanges-là, on a une ligne de conduite à avoir en amont de projet. C'est pas de rendre le client content, c'est de le rendre successful. Voilà, je ne retrouve pas le mot français, mais vous traduirez tout ça. Si on arrive à ce qu'il rencontre du succès et qu'il soit content, c'est très bien. L'objectif de base, c'est que le client il rencontre du succès. Je ne sais plus qui c'était, mais il a raison. Donc la qualité, c'est une démarche qui est accessible à tout le monde. Il faut juste qu'on puisse s'y prendre petit à petit. Donc l'idée, en fait, en amont de projet, ce serait de faire des checklists. Des petites checklists. Forcément, au départ, on va commencer avec des checklists énormes. C'est pas la peine d'aller voir vos équipes, de leur filer l'imprimé du référentiel Upquest. La seule chose que ça va faire, c'est les frustrer, dire que ça les fait chier, qu'ils n'ont pas envie, et de toute façon, ils vont penser qu'ils n'en sont pas capables. Il faut être à l'écoute des membres de son équipe, de leur niveau de formation, de ce qu'ils savent faire. Il faut surtout définir l'indispensable. Qu'est-ce qui, pour vous, en amont du projet, est indispensable? Sur quoi vous ne pouvez pas passer pour livrer votre projet? À partir de là, on peut commencer à faire des checklists, les penser pour chaque corps de métier, c'est-à-dire que la checklist qui sera pour moi DevBack ne sera pas la même pour Laurent qui est ergonome, ne sera pas la même pour Alexandre qui fait du front ou du DA, ne sera pas la même pour Willy qui fait du front. On aura tous des checklists différentes avec des petits morceaux différents. Là, cette checklist, ça va nous servir après de fil conducteur, c'est le fil conducteur de la qualité web, tout au long du projet. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui. Si c'est des choses qui semblent compliquées et insurmontables, il y a des professionnels qui sont là, on les verra un petit peu plus tard, ils sont toujours dispo, il y a plein de formations qui existent. Et pour en connaître une bonne partie, et Willy confirmera au moins par rapport à Témésis, ils sont tous accessibles par les réseaux sociaux, ils ne rechignent jamais ni à vous rencontrer, ni à répondre à vos questions sur les réseaux sociaux, etc. Donc super facile de mettre le pied à l'étrier, même à un petit niveau.
Et du coup, tout ça, ça permettra, avec les checklists, au fur et à mesure, avec la montée en compétences et les automatismes, de faire une amélioration progressive. Au fur et à mesure de vos projets, vous allez pouvoir améliorer vos checklists, les faire de plus en plus importantes et faire une qualité de plus en plus grande. La qualité, c'est aussi être à l'écoute du client, même si c'est pas toujours facile. Au-delà de la vente de la prestation, on doit guider et conseiller le client. Le client, il faut le faire réfléchir, il faut le comprendre et surtout lui faire comprendre ses besoins. Un client qui dit que son site doit faire le café, est-ce que c'est vraiment un besoin ou une envie? On ne sait pas. Tout ça, ça fait partie d'une démarche qualité au départ. Ça va éviter des frustrations, ça va éviter des allers-retours qui vont être inutiles entre les devs et les clients, qui vont finalement dire « Ah bah tiens, moi je voyais pas ça comme ça » ou « Ah bah cette idée-là, en fait, elle n'est pas bien, j'y avais pas pensé ». Tous ces échanges-là, il faut les penser en amont. Donc il faut, en résumé, il faut anticiper. On fait des checklists métiers, chaque acteur y participe. Ça amène moins de frustration et moins de stress. Pourquoi moins de stress? Parce que vous avez tous connu ça. À la fin du projet, quand on demande au DA de nous faire une 404 ou un favicon, on se fait envoyer chier. Et ils ont raison. C'est pas en fin de projet, un jour de la livraison, qu'on fait un favicon et une 404. Dédicace. Donc il faut anticiper. Si c'est dans la checklist, le DA va avoir cette checklist de qualité, il va savoir qu'avec ces templates, il doit nous faire une 404 et un favicon, ça sera fait en début de projet, c'est automatique, merci, au revoir, à la fin de projet, c'est tranquille, ça roule tout seul. Il n'y a plus de corvée, tout ça, du coup, ça devient une habitude. Voilà, donc ça sert à... J'ai mis comme exemple le favicon 404, unification, test, etc. On peut en trouver dans tous les corps de métier. Alors comment on fait après, une fois qu'on a défini tout ça, pour produire qualité? Alors c'est pas exhaustif, hein, ce dont je parle là, c'est des grandes pistes. J'ai remis à redéfinir l'indispensable, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas plus mal. Ouais, c'était pour insister sur la sensibilisation des équipes, en disant bien que tous les membres de l'équipe, quel que soit leur poste, sont acteurs de la qualité. Ils peuvent proposer des idées, ils peuvent connaître des choses qu'on ne connaît pas, évidemment. Et quoi qu'il arrive, les impliquer dans ce processus-là, c'est un processus qui est formateur et qui est surtout gratifiant pour les équipes. Alors la qualité du code. Les programmes doivent être écrits pour que les personnes puissent les lire et seulement à la marge pour que les machines puissent les exécuter. C'est un bouquin qui a 30 ou 40 ans, un des premiers bouquins. Donc pourquoi tout ça? On respecte les standards, on respecte les normes et on fait de l'accessibilité. La conformité à ces standards, ça améliore la qualité des sites avec l'ensemble des navigateurs, et je ne veux pas de troll pour une fois. Ça assure une maintenance qui est beaucoup plus facile, que ce soit pour soi ou pour les autres. Il y a des tonnes d'outils de référentiels qui sont faits par des professionnels qui sont là. Le validateur W3C, les checklists de Quest dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a 3 niveaux de qualité, un peu à la manière des WCAG où ils font or, argent et bronze, merci. Les outils de LinkedIn, etc., etc., etc. Et là, comme quoi j'ai vachement relu, j'ai remis ma phrase. Mais c'est important. Elle est importante. Hein. Très. Tout ça pour dire qu'en fait, on code pour les autres. Voilà, on code pas que pour soi. On est à l'heure où l'open source se développe de plus en plus. Écrire pour les autres, c'est indispensable. Ça permet aux autres de nous aider, de nous comprendre, de nous aider, de participer au projet, de soulever des problèmes qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. Et ça, dans un code dégueulasse, c'est pas possible. Avec des variables $t égale ou $v égale, etc. L'importance de nommer les variables, de nous mettre des fonctions explicites, c'est important pour qu'on puisse être compris. On ne sait jamais ce qui peut se passer, qu'on soit chef de projet, développeur, directeur technique, peu importe le poste qui intervient dans la gestion du projet. Il y a un développeur qui peut partir, on peut avoir un nouveau développeur, on peut avoir un projet qui tombe et du coup le développeur passe ailleurs, on peut avoir reprendre le boulot par un freelance, peu importe. Voilà, tout ça, la qualité du code contribue beaucoup à ça. Et voilà. Et pour reprendre une des premières rencontres interactives que j'avais fait, où il y a un des étudiants qui n'est pas là, qui m'avait demandé
Le dev qui est super bon mais qui code comme un dégueulasse, bah pour moi il est pas bon. Voilà, ça a fait un grand débat, mais j'ai toujours pas changé d'opinion là-dessus. Voilà. Quand tu dis qu'on code pour les autres, on code pas forcément que pour d'autres codeurs, on code pour l'utilisateur aussi d'abord. Hein. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur Ouais. qui est le premier. Alors, j'y viens justement après, là ça concerne un petit peu plus l'utilisateur. Il faut faire une documentation de qualité. Alors avant de l'utilisateur qui va forcément être amené à la lire en long, en large, en travers, en principe, ça aide aussi le développeur. Le développeur, en pensant documentation, je vais revenir là-dessus, en pensant documentation, ça peut amener à une meilleure réflexion en amont de la solution, se poser les bonnes questions. Ça a fait l'objet d'une conf par c'est quoi son nom, Thomas Parizeau sur le RDD, donc le Readme Driven Development. Commencer par écrire son README et au fur et à mesure de l'écriture de README, se poser les questions, faire mener une réflexion et finalement penser son code autrement. Un code documenté, c'est maintenable et c'est pérenne. Vous pouvez le reprendre dans un an et donc du coup pouvoir continuer à travailler dessus. Dans la documentation, on précise les sources, le contexte, l'objectif, où, quand, quoi, comment, pourquoi. Éventuellement mettre des exemples, c'est encore mieux. La qualité, ça coûte cher. C'est souvent ce que dit le client. Le client va souvent dire « moi je ne veux pas payer pour de la qualité ». Et en plus, il a raison. Quand on va acheter une voiture, on achète une voiture, on ne se fait pas entendre dire bah, « je vous vends votre voiture, mais pour qu'elle roule, ça sera plus cher ». Un site qui marche, un site de qualité, ça fonctionne, etc. Voilà. C'est ça. Merci. Donc du coup, pour réduire les coûts, il faut réussir à capitaliser. On capitalise sur ces projets. L'exemple bête, par exemple, c'est si on veut activer une compression gzip, on le fait une fois et après on n'a plus qu'à copier-coller les directives du fichier. On le fait une fois et basta. C'est pas quelque chose qui nous prend du temps à chaque fois. Pareil pour activer la mise en cache, par exemple. Il faut automatiser ces process. Donc ça, avec tout ce qui est taskcoder, etc., on a tout un tas de choses à pouvoir faire. Le linting, les tests, la compression, la minification, la génération d'images, l'optimisation d'images, etc. Tout ça, ça peut se faire tout seul, donc ça ne prend pas de temps. Quand on dit c'est cher, c'est que c'est coûteux en temps. C'est ça qui nous coûte à nous développeurs, c'est les ressources en temps. Cette slide ne sert à rien. Hop. Alors pour quel gain ? Pour l'agence et pour l'agence ou le développeur ou le freelance, une meilleure image, des meilleurs process, être plus efficace. Pour les membres de l'équipe, on valorise leur travail, ils deviennent force de proposition, ils se forment, ils montent en compétences. L'utilisateur, forcément, lui, le voit tout de suite, meilleure performance, plus de sécurité, plus d'accessibilité. Et surtout, pour le client final, plus d'économie. Et plus de satisfaction parce qu'il y a un projet qui est vraiment du top. Il faut faire attention du coup par contre à pas trop en faire. Donc, Monsieur Pareto, la citation d'Elis Lohim, offrir aux utilisateurs un niveau de qualité qui dépasse au niveau de leur exigence. Donc 80% des exigences peuvent être atteintes facilement, et 20% restants dépendent de facteurs multiples et demandent beaucoup de temps. Encore une fois, c'est ce que je disais à la slide d'avant, c'est le temps qui est le facteur temps est coûteux. On reprend, on transpose l'exemple en front-end. 80% des browsers, c'est facile à implémenter. Enfin, les développements front-end sont faciles à implémenter par 80% des browsers. Les 20% restants, c'est plus compliqué. Il faut se poser la question. Est-ce que le surplus de temps qu'on va passer, est-ce qu'il vaut le coup ? C'est des questions qui sont à se poser. Combien de temps il faut pour mettre en conformité ? Est-ce que ce temps passé-là, je vais le passer au détriment de la production du contenu ou des services ? Est-ce que les avantages sont suffisants pour le client ? Est-ce que j'ai les ressources suffisantes pour atteindre cet objectif-là ? Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors il y a des cas qui sont plus compliqués que d'autres. Les sites statiques de grande taille, là il faut aussi faire des compromis. Les contenus ajoutés par l'utilisateur, où là forcément on n'est pas maître toujours de ce qui est mis. Que ce soit par exemple dans le poids des images, quand on fournit au client un CMS avec un back-office, le client n'est pas forcément au fait de savoir compresser ses images. On en a eu un exemple
il n'y a pas si longtemps. Et des sites où on load, par exemple, des ressources externes, des widgets, des pubs, des RSS, où on n'a pas la main sur ce contenu-là. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas 50 solutions. Soit on essaie de contacter le ou les auteurs du plugin. La plupart du temps, c'est compliqué, surtout si c'est les plugins Facebook ou Twitter. Soit on les vire. Si on les vire, il faut se poser la question à savoir, est-ce qu'on ne retire pas de valeur ajoutée? Est-ce que ces services-là n'apportent pas de valeur ajoutée? C'est notamment le cas pour certains de la pub. Et je suis allé très vite, mais c'est pas grave, on va pouvoir discuter comme ça. Des liens utiles avec le lien vers les listes de qualité, le lien pour acheter le livre qualité web, donc Laurent normalement là. Voilà. Petit aparté sur les événements à venir, parce que au-delà des rencontres, il y a aussi tout ça. Il y a 2 gros événements pour Culture Code. Willy vous en parlera plus pendant la pause goûter. Et voilà. Merci à toi.